Alors bonjour à tous, merci de vous être inscrits à cet atelier que nous avons intitulé « Vivre le cancer de la prostate, comprendre, agir et soutenir ». Donc je suis accompagné aujourd'hui de Michel et Christian. Donc moi je suis le docteur Cédric Lebac, je suis urologue, chirurgien et médecin à Bicêtre ainsi qu'à Béclair et à Gustave Roussy. J'ai la particularité d'être aussi andrologue, où à Béclair je fais de la fertilité et de la PMA. Donc c'est vraiment une vue un peu globale que je veux partager aujourd'hui. Je vous ai proposé un compte-rendu, un discours introductif sur l'épidémiologie et l'importance du diagnostic précoce. Juste la première diapo, vous allez voir, c'est... Hop, je vais mettre ces chiffres-là. C'est sorti le 4 avril 2024. Et ça, c'était un article de The Lancet, c'est quand même un gros journal, où ils font régulièrement des commissions pour alerter les pouvoirs publics et les politiques sur une thématique particulière. Et là, ils l'ont fait sur le cancer de la prostate. Donc, c'est sorti le 4 avril, et ils pensent que le nombre de cancers de la prostate va doubler en 20 ans. Et de ce fait, le nombre de cancers va augmenter de 85% pour atteindre 700 000 personnes. Donc, on entend souvent que le cancer de la prostate, c'est indolent et ça ne provoque pas de décès. Ça peut quand même tuer certaines personnes. Donc principalement à ça, en fait, ouais, au vieillissement de la population. Parce que comme facteur de risque, vous le verrez, c'est surtout l'âge, même s'il y a d'autres facteurs que je vous citerai, mais le principal facteur, c'est l'âge. Il va passer de 1,4 million en 2020 à 2,9 millions en 2040, ce qui représente donc un doublement des cas sur 2 décennies. C'est prévu de s'accompagner donc une augmentation de décès de 85% pour passer à 700 000 personnes, que je le disais. En France, ça c'était mondial, en France, c'est 28% de l'ensemble des diagnostics de cancer de l'homme. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent. 50 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2018 et 8100 décès en 2018. Donc vous voyez, tous les gens qui sont diagnostiqués ne vont pas arriver au décès. Il y a beaucoup de cancers indolents, mais le but, c'est de trouver ceux qu'il faut traiter et guérir pour éviter les décès. L'âge médian des décès, c'est 83 ans. Pourquoi 83 ans ? Parce que la majorité des cancers sont indolents. Donc tous ceux qui vont mourir d'autre chose, nous n'allons pas les traiter de leur cancer de la prostate, et c'est à la place de la surveillance active que l'on propose de plus en plus. Et 3/4 des décès surviennent après 75 ans. Donc en entendant ça, on se dit ça va, on est tranquille, on va mourir après 75 ans. Mais ça fait quand même 25% qui meurent avant 75 ans. Et donc ça fait 25% de décès précoces du fait du cancer de la prostate. Les facteurs de risque, je vous le disais, c'est principalement l'âge, mais également l'origine ethnique et certains facteurs environnementaux. Par exemple, on a beaucoup entendu parler de la chlordécone. La chlordécone, c'est quoi ? C'est un pesticide et c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, tous les perturbateurs endocriniens que l'on a dans les bouteilles en plastique que vous avez sur vos tables, dans tous les aliments, dans les lécithines, les choses comme ça, c'est finalement un facteur de risque de cancer, pas que le cancer de la prostate, mais d'autres qui sont sensibles aux perturbateurs endocriniens. Et c'est la même chose pour l'infertilité. C'est pour ça que je vous parlais de l'infertilité, qui est aussi le prochain problème de santé publique. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que c'est important du coup finalement d'arriver au diagnostic précoce. Par quels moyens ? Principalement par le PSA. On parle aussi du toucher rectal, mais finalement c'est les soins primaires, les médecins généralistes ne sont pas nécessairement formés au toucher rectal. Et un toucher rectal fait par un médecin généraliste ne va pas apporter plus de choses qu'un simple PSA. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu de toucher rectal ou si votre famille n'a pas eu de toucher rectal. Le principal, c'est tout de même de faire un dosage du PSA qui, en fonction de l'âge, va nous permettre de dire s'il faut renouveler plus fréquemment le dosage du PSA ou aller plus loin en faisant une IRM de la prostate qui va nous permettre de dépister s'il y a des cibles qui vont nous aider à faire les biopsies de la prostate, qui est le seul moyen d'arriver au diagnostic. Malheureusement, on n'a pas d'autres moyens, une prise de sang autre ou d'autres examens de radiologie ne permettent pas à eux seuls d'arriver au diagnostic. L'IRM pourra nous dire qu'il y a une cible qui peut faire penser à un risque de cancer de la prostate de 1 à 5, c'est le score PIRAD,
Mais même si c'est 5 sur 5, il y a certaines images qui ne sont pas forcément des cancers de la prostate. Donc, on ne peut pas éviter les biopsies. Et les biopsies, ce n'est pas agréable. Ça se fait quand même sous anesthésie locale, mais il y a quand même des risques d'infection, des risques de saignement, des risques de blocage urinaire. Et par les infections, arriver aux hospitalisations et exceptionnellement aboutir à un décès sur 1000 peut-être, si c'est vraiment une infection très grave. Mais en faisant les antibiotiques et maintenant de plus en plus les biopsies par voie transpérinéale, même si ce n'est pas du tout démocratisé, et même dans notre centre, on ne le fait pas vraiment pour tous les patients, on le fait uniquement pour certaines indications, il y a moins de risques d'infection avec les biopsies transpérinéales. Donc déjà, pour arriver au diagnostic, il y a plusieurs étapes. Il faut déjà être dépisté par le dosage du PSA, faire l'IRM, voir un urologue qui va poser l'indication de réaliser les biopsies, qui pourront être réalisées soit par l'urologue, soit par le radiologue, avant d'arriver au diagnostic. Il y a d'autres personnes à risque, notamment les gens qui ont dans la famille des mutations génétiques de BRCA2. BRCA2, on entend beaucoup parler pour le cancer du sein. Et donc si dans la famille, il y a beaucoup de cancers du sein ou des cancers de la prostate, notamment chez les personnes jeunes, c'est des cancers qui surviennent plus jeunes, qui ne sont pas nécessairement plus agressifs, mais c'est surtout qui viennent plus jeunes, eh bien, il faut penser à faire dépister le cancer de la prostate dans cette famille à partir de l'âge de 40 ans. Donc plus précocement que les gens autrement. Ensuite, si vous êtes diagnostiqué pour un cancer de la prostate avec cette mutation génétique, vous n'aurez pas un traitement plus agressif. C'est-à-dire que si vous êtes éligible à la surveillance active, vous aurez quand même une surveillance active. Et ça ne change rien en fait sur l'agressivité du cancer. C'est juste que si dans la famille, on sait qu'il y a des mutations de BRCA2, il y a plus de risques d'avoir des cancers de la prostate. Alors, est-ce que ça provoque des symptômes? Souvent, les patients disent « Ah, j'ai des brûlures en urinant, j'ai envie fréquemment d'uriner, je me lève la nuit ». Ils pensent tout de suite au cancer, en fait. Alors que ça, c'est finalement des signes d'hypertrophie de la prostate, qui peut être bénigne ou maligne, mais le plus souvent, c'est une hypertrophie bénigne de la prostate qui n'est pas du tout associée au risque de cancer de la prostate. Il y a des toutes petites prostates qui ont un cancer, alors que les gens qui peuvent avoir des très grosses prostates n'ont pas forcément de cancer. Et ça, on passe notre journée à rassurer les gens sur ça. Et on dit, commencez par faire un dosage du PSA. Pour les gens qui ont des symptômes urinaires et qui voient l'urologue, là, le toucher rectal a son intérêt quand même, parce que ça permet de diagnostiquer notamment les cancers à haut risque qui ne fabriquent pas de PSA. Donc si quelqu'un a des symptômes et un PSA qui n'est pas nécessairement très élevé, le toucher rectal va nous permettre de diagnostiquer des cancers très agressifs. Les cancers ISUP5, par exemple, c'est des sarcomes, donc c'est vraiment de la pierre, quoi. Donc on le sent au toucher rectal. Donc c'est finalement le seul intérêt de faire un toucher rectal pour les gens qui n'ont pas de symptômes et un PSA normal. Si le PSA est augmenté, on ira à l'IRM, et l'IRM, lui, est aussi performant que le toucher rectal, notamment pour les cancers agressifs, on les voit très facilement. C'est le seul intérêt donc du toucher rectal. Donc j'en viens à Michel et Christian, qui sont les deux patients experts aujourd'hui. Donc Michel, est-ce que tu peux juste te présenter d'un point de vue général? L'idée, c'est de généraliser les cas, en fait, pas du tout de présenter des cas personnels. Mais ma question, c'est partager comment ton cancer a été diagnostiqué et à quel impact pensez-vous que la précocité de ce diagnostic a eu sur ton traitement et ton rétablissement. Donc, le micro. Ah oui, pour être enregistré. Voilà, ça marche. Je vais avoir 59 ans cette année. Je suis toujours en activité et j'ai été suivi depuis 2018 en fait, par un urologue. Je pense qu'à un moment donné, j'avais eu peut-être une ou deux consultations dans le passé et je me souviens que mon urologue m'avait dit « vous avez une prostate de jeune homme ». Donc c'est vrai que je tombais vraiment dans l'archétype de l'homme qui se pose aucune question, qui ne connaît rien. Le docteur dit « c'est super, comme un jeune homme, à 45 ans, c'est bien ». Mon PSA à un moment donné a augmenté, donc j'ai commencé à consulter un urologue à partir de 2018. Voilà. Je donne la suite. J'ai suivi un PSA qui a été croissant, et puis pour finir la présentation synthétique, j'ai un peu poussé pour faire une IRM fin 2022. Voilà, et donc l'IRM a amené à une biopsie, et la première était la bonne. Et donc dans le jargon du cancer de la prostate, on a un indice qui s'appelle l'indice de Gleason, qui va de 6
jusqu'à 10, c'est ça, ouais. Et donc moi j'étais à 7, alors sachant qu'on dit du 4+3, donc il y a un ordre, d'ailleurs qui m'échappe un petit peu, mais il y avait une forme d'agressivité, donc intermédiaire comme on dit. Donc il était temps et finalement j'ai été opéré il y a à peu près 1 an. Donc c'est la prostatectomie radicale par chirurgie assistée par robot. Voilà pour mon cas général. Après, on parlera effectivement des aspects diagnostiques, mais disons que ça tombe dessus. J'ai dû changer d'urologue parce que je n'étais pas satisfait du premier. Justement, on peut y revenir de par en fait une incompréhension de tous les facteurs que citait le docteur Lebac, la taille, le PSA, il monte, il descend, les facteurs familiaux. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et puis il y a toujours une complexité entre l'attente pour voir effectivement s'il y a quelque chose de réel, et puis les aspects un peu plus invasifs comme la biopsie, sachant qu'on peut faire 4 biopsies de suite et ne pas avoir de détection, et je crois avoir 10% quand même de chance d'avoir un cancer. Donc la difficulté avec ceci, c'est ce qu'on va essayer de transmettre, c'est finalement, on n'a pas de symptômes, c'est pas forcément toujours agressif, ça n'a pas l'agressivité des autres qu'on connaît, et finalement on est dans une forme un petit peu d'ignorance, et puis finalement c'est pas toujours facile de comprendre les facteurs. Donc moi qui ai une formation scientifique, à un moment donné, j'ai besoin de voir facteur 1, facteur 2, machin. Eh bien, on n'a pas ça. Donc il faut s'y adapter. C'est ça. En fait, le PSA, ça marche en même temps. Le PSA, c'est quelque chose qui peut augmenter pour plein de phénomènes. Et c'est pour ça que c'est pas spécifique. Mais sinon, on mettrait 0, en fait. Si c'était le meilleur moyen de diagnostiquer le cancer de la prostate, on mettrait un seuil à 0. Donc dès qu'il augmenterait, on dirait il y a un cancer, c'est facile. On fait le diagnostic puis le traitement. Là, on a mis des seuils augmentés et qui augmentent en fonction de l'âge. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, et même aussi par les médecins généralistes qui, parfois, préfèrent ne même pas faire de PSA du tout, parce qu'il y a eu énormément de discours sur le surtraitement et le surdiagnostic. C'est vrai qu'il y a eu ça à un moment, mais maintenant, la surveillance active a vraiment révolutionné la prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'on n'opère plus les patients, même s'ils ont un cancer. À partir du moment où c'est un cancer indolent qui ne va pas entraîner leur décès, on les surveille en fait. On sait qu'ils ont un cancer, mais on a écarté les cancers agressifs. Moi, c'est ça que j'explique aux patients. Je leur dis, on va vous faire des biopsies. On a de bonnes chances de trouver un cancer, mais l'idée, c'est de trouver quelque chose qu'on va pouvoir guérir et éviter de mourir précocement. Bon, le discours que j'avais de mon premier urologue, c'était de dire que le PSA monte, donc on a un facteur d'inquiétude, puisqu'on sait que c'est un truc qui qualifie le cancer, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il ne faut pas qu'il soit strictement croissant. Donc il peut monter à un moment donné, on peut avoir des infections... inflammation prostatique. Des inflammations prostatiques, donc on peut avoir des facteurs qui font monter ce taux-là et qui n'ont quasiment rien à voir avec la présence d'un cancer. Donc il monte. Moi, dans mon cas, il était un petit peu descendu, donc c'est un facteur qui rassure, mais après il remonte. Et on n'a pas une critique sur le corps médical, il y a une certaine difficulté à comprendre puisque c'est multifacteur et soi-même on ne sait pas trop où on en est. Et puis si ça monte, on peut très bien, et on a le discours, moi j'ai eu le discours de dire vous pouvez très bien avoir un petit cancer, donc il y a la notion de qualification d'un petit cancer, paradoxal, j'ai compris, mais qu'on peut garder sans quelque part qu'il atteigne la partie vitale, donc la vie. Mais voilà, qu'est-ce qu'un petit cancer? Un petit cancer gentil, un petit moyen, etc. Donc on est dans une forme d'incertitude, pas blâmer le corps médical, mais de par le fait que la qualification de la maladie est assez multifactorielle. Oui, bonjour à tous. Ma question, c'était quel est le chiffre? Vous parlez de PSA, vous dites que le médecin dit que c'est variable, mais par exemple, quel est le taux de PSA qui a déclenché la suite de ce que vous nous avez exposé, c'est-à-dire... Alors, je vais passer la parole à Christian pour ne pas la monopoliser, mais pour ce qui me concerne, j'ai eu la première mesure que j'ai faite en 2018, j'avais un PSA de 4, donc les normes de labo, c'est inférieur à 2 ou à 1, je crois. C'est inférieur à 1 par rapport à l'âge que j'avais. Donc 2018, j'avais 53 ans. Donc, il faut bien qu'il y ait un facteur déclencheur, il y a des normes, mais justement, c'est comme disait le docteur, c'est pas au-dessus de 1 que c'est la cata. Donc moi, j'étais à 4. J'ai rencontré un neurologue, il ne m'a pas du tout paniqué, il m'a dit on va vous suivre, et j'avais des consultations tous les 6 mois, en fait. Bon, 4, 5, bon, ok, c'est peut-être une prostatite, vous ne buvez pas assez, donc il faut boire. Bon, il y a une somme de choses assez difficiles à comprendre de la part du patient, mais malheureusement, il n'y a aucune courbe, âge, PSA, etc., puisqu'on peut avoir une infection qui fait monter le PSA. Donc s'il manque de bol, vous prenez la mesure ce jour-là,
vous avez une infection, vous ne le savez pas, parce qu'on n'a pas de symptômes, il va monter à 7 ou je sais pas, à X, et on peut dire c'est paniquant. Le médecin, et donc la tendance, avant on opérait beaucoup, si j'ai bien compris, maintenant on opère moins, ce qui est bien, moins d'invasivité, etc. Mais la tendance, c'est de dire, effectivement, c'est peut-être une prostatite. Donc moi j'ai eu le droit à des antibiotiques, voilà. C'est une approche scientifique, c'est-à-dire si jamais c'est ça, ça va faire baisser le truc, et à la prochaine mesure, on va le voir. Donc c'est vrai que le temps est long, hein. On est cancer de la prostate, quand il est intermédiaire, on n'est pas en train en déchéance, on n'est pas en train de crever rapidement, si on peut dire. Et donc il y a des... Non, mais je veux dire, le temps est important, et de comprendre, de dire, vous avez peut-être une prostatite, des antibiotiques, ça dure 3 mois, on se revoit dans 6 mois et on reprend. Donc ce sont quand même des mesures qui sont assez espacées. On va passer à Christian, parce que lui, c'est un autre cas. Ah oui, c'est l'opposé complet. Moi, j'ai été diagnostiqué à 53 ans. Et j'en ai 72 aujourd'hui, 73 dans l'année. Voilà. Donc ça fait 20 ans que je vis avec ça. Pardon ? Ah. Oui, mais je l'ai. Alors, j'ai été diagnostiqué en 2004. En 2004, j'avais un taux de PSA de 80. C'était quand même assez élevé. Et c'est arrivé parce que j'ai eu un blocage de la vessie, par justement la prostate qui avait grossi, qui avait obturé la vessie, et voilà, qui empêchait d'uriner. Donc c'est de là que ça s'est déclenché. Sinon, auparavant, j'avais aucun symptôme, rien, absolument rien. Je vivais normalement, j'avais aucun problème. D'ailleurs, les hôpitaux, je connaissais pas, docteur non plus. Mais voilà, donc c'est arrivé comme ça. J'ai donc été diagnostiqué à cet âge-là, avec un taux de PSA qui était déjà élevé. Alors, contrairement à ce qui a été dit, la biopsie, c'était pas sous anesthésie locale. Donc, c'est une petite épreuve. Petite, il ne faut pas non plus exagérer non plus, mais bon, voilà. Ça s'est fait sans anesthésie, 2 fois. Et on est content quand ça s'arrête. Donc, diagnostiqué un taux de PSA de 80 qui, avec des mesures suivantes qui continuaient d'évoluer. Un mois après, j'étais à 88. Donc, ensuite, on est passé... le diagnostic étant fait, c'était pas opérable parce que c'était déjà trop avancé. À partir de là, j'ai été traité par radiothérapie et hormonothérapie. Radiothérapie, 7 semaines, hormonothérapie, 3 ans. Ensuite, on a arrêté le tout. J'ai été tranquille pendant 5 ans et j'ai eu une rechute. Retraité par hormonothérapie, voilà, sur 1 an à peu près. Ensuite, j'ai repris le cours de ma vie, je dirais. Et j'ai eu 3 rechutes pendant ce laps de temps. Voilà. Que vous dire d'autre, sinon que ça entraîne effectivement certaines difficultés, il ne faut pas le nier. Aussi bien, c'est surtout des difficultés sexuelles, et très peu en termes d'incontinence. Mais les deux arrivent aussi. Les deux sont pratiquement liés, je dirais. On va y revenir après. Je vais passer au chapitre d'après. Ça, c'était les questions d'épidémiologie et de diagnostic. On va passer aux options thérapeutiques et à la décision partagée. Donc ça s'intéresse surtout pour les cancers localisés. Pour Christian qui avait un cancer finalement à haut risque, ça veut dire haut risque de décès malgré le traitement. Donc à l'époque, 2004, avec le taux de PSA que tu avais, normalement le risque de décès à 5 ans était de l'ordre de 80%. Et de 53 à 72, ça fait quand même 20 ans. Donc les traitements ont progressé. Et s'il n'avait pas eu de traitement, au final, s'il n'y avait pas eu de diagnostic précoce, entre guillemets, même si c'était un PSA à 80, sans traitement, ça aurait été un décès en quelques années sans aucun problème.
Pour les traitements vraiment localisés, donc, quand les patients sont éligibles, on propose d'abord la surveillance active et on insiste vraiment, c'est difficile à le faire accepter finalement, la surveillance active pour les patients. On vous dit, vous avez un cancer, mais vous n'allez pas mourir de ça. Donc on va juste surveiller pour finalement peut-être faire un traitement dans les années qui viennent si on voit que le cancer devient plus agressif et donc ça repasse par des nouvelles biopsies. Et les patients qu'on suit en surveillance active, ils ont 50%, 53% dans les 5 ans d'avoir un traitement derrière. Et donc le meilleur moyen de ne pas avoir d'effets secondaires, en tous les cas pour ce qui est sexuel et continence, c'est de ne pas faire de traitement. Il y a quand même un effet secondaire qui est l'anxiété, parce qu'ils doivent vivre au quotidien avec une épée de Damoclès en disant « est-ce que mon cancer va devenir agressif ?» Voilà, on sait qu'ils ont une chance sur 2 de devenir agressifs dans les 5 ans qui viennent. Et donc les questions pour Michel et Christian, c'est la même question, c'est quels ont été les facteurs les plus déterminants dans le choix de votre traitement et comment avez-vous équilibré les informations médicales et vos préférences personnelles ou valeurs dans cette décision? Juste d'un point de vue introductif, c'est l'urologue en fait qui fait le diagnostic, c'est lui qui fait les biopsies. Et derrière, c'est très important tout de même, moi j'impose aux patients d'aller voir le radiothérapeute pour qu'il ait les informations sur les options thérapeutiques, parce que les chances de guérison pour un cancer localisé avec la radiothérapie sont les mêmes que pour la chirurgie. Mais les effets secondaires sont différents. Les effets secondaires de la chirurgie, c'est l'incontinence qui peut arriver après la chirurgie, qui n'est pas toujours le cas, hein. Un patient sur 2, finalement, quand on enlève la sonde, il n'a pas forcément de fuite. Et la rééducation permet, dans 95% des cas, de récupérer cette continence à 1 an. Ça, c'est les chiffres à 1 an. Quand on a été opéré par voie robotique, ce qui est le cas maintenant. Et pour ce qui est de la réadaptation sexuelle, là, c'est plus compliqué. Parce que ça touche des patients qui ont déjà un âge certain. Et donc, là, même lorsque l'on ne fait pas de traitement du cancer de la prostate, les érections sont moins bonnes à cet âge-là. Et pour ceux qui ont déjà des érections altérées avant le traitement, ça n'ira pas forcément mieux après le traitement. Mais pour ceux qui ont des érections correctes avant, eh bien, ils peuvent récupérer jusqu'à 2 ans après la chirurgie, de manière spontanée, une érection. Alors qu'avec la radiothérapie, ça va dans l'autre sens, en fait. Pendant 1 an ou 2, ils ont une lune de miel, voilà, ça commence à aller, et puis après, ça se dégrade et ça ne peut plus récupérer. Alors qu'avec la chirurgie, ça peut récupérer. Et il faut des traitements médicamenteux ou des injections intracaverneuses pour avoir des érections en attendant la récupération de la chirurgie ou en maintien des érections après la radiothérapie. Donc là, ma question, c'était ça, c'est comment vous avez choisi votre traitement? Je commence. C'est bon. Pour ce qui me concerne, donc, comme je l'ai expliqué récemment, c'est une histoire très personnelle, mais j'avais un neurologue 1 finalement, qui ne m'a pas satisfait. Et puis, finalement, un ami de ma compagne, finalement, qui était un bon urologue, il m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas consulter ?» Et donc, je suis allé le voir, finalement. Donc, ça, c'était après l'annonce, le diagnostic. Donc, j'ai fait donc, le parcours IRM, première biopsie, et puis pof, OK. C'est très fréquent, et je conseille en effet aux gens d'aller voir d'autres urologues pour avoir un second avis. Ça permet de confirmer les choses. Et après, soit ils reviennent avec le premier, soit le plus souvent, ils restent avec le deuxième, parce que il garde en tête celui qui a annoncé le cancer. Tout à fait. C'était un point que je voulais dire. C'est effectivement un conseil. Moi qui n'ai jamais eu de problèmes médicaux, j'ai toujours cru que la médecine était une science exacte et qu'un médecin, c'est parfait. Il y a un truc, on ouvre, on ferme et c'est terminé. Donc la consultation avec le deuxième. Donc pour répondre précisément à la question, le premier m'avait quand même présenté les 2 modes pour moi. Donc c'était un cancer intermédiaire, plus ou moins localisé, donc c'était soit chirurgie, soit rayon. Et un des points qu'on voulait transmettre aujourd'hui, enfin que je voulais transmettre, c'est que c'est vraiment un choix de peste et choléra. Bon, je passe le détail de l'annonce, qui assomme, comme tous les gens qui ont des cancers malheureusement. Et donc j'étais incapable de choisir. En consultant le deuxième, donc il y avait déjà une meilleure proximité parce que je le connaissais un petit peu. Le choix, il a dit c'est la vie en fait. Donc entre la partie chirurgie et rayon, lui m'a dit, vu ton âge, vu l'agressivité qui était intermédiaire encore une fois, il n'y a pas photo. Voilà. Et donc j'ai eu la chance quelque part de ne pas avoir fait le choix. Je continue à maintenir, c'est toujours mon neurologue, mon chirurgien qui me suit, une confiance entière. Et finalement, pour répondre précisément à la question, encore une fois, moi j'étais
plutôt d'approche scientifique en disant c'est quoi les avantages et les inconvénients. Alors l'auteur Lebac l'a bien décrit. Donc il y a 2 inconvénients qui sont l'incontinence et la dysfonction érectile. Et donc quand on est opéré, en gros, on perd pas mal de choses. On perd capacité, les érections sont quasiment absentes, et puis on a de l'incontinence. Et puis ça s'améliore, alors que par rapport au rayon, on part d'où on était et on décroît. Donc c'est finalement une asymptote qu'on atteint. Et ce que disait l'auteur Lebac, c'est que c'est à peu près la même chose. Donc normalement, j'aurais pu subir les 2 mêmes traitements avec la même chance d'espérance de vie, parce que c'est quand même ça dont on parle. Et quant aux inconvénients, ma foi, ils atteignent un peu la même limite. Alors pour ce qui me concerne, le choix il a été simple, c'est une full confiance dans mon médecin, et deuxièmement, il y a des avantages effectivement à la prostatectomie radicale, c'est qu'effectivement, on peut faire l'ablation, si on peut dire, de la prostate, et après, si on a une récidive, faire des rayons, et l'inverse est faux. Donc déjà, il y avait un aspect logique qui me disait, ça me convient, même si je pense que j'aurais pu choisir l'autre aussi, mais en tout cas, dans mon esprit, on ne peut pas faire l'un et l'autre, c'est pas symétrique. Donc moi, j'aime bien ce truc-là qui dit, ok, on enlève. Et deuxièmement, il y avait aussi le fait qu'effectivement, si ça marche bien, quelque part, il y a dans l'idée que c'est un petit peu plus net ou clean. Voilà. Donc ce sont des aspects à la fois médicaux, mais aussi un petit peu de logique, si on peut dire. En fait, on est tous câblés différemment. Et là, dans mon câblage, je n'ai pas voulu résister. Bon, sachant qu'il y a des réunions RCP et que le chirurgien n'est pas le seul à choisir, il se réunit avec ses pairs, donc avec un spécialiste de rayon, un spécialiste, etc. Et visiblement, il n'y a personne qui s'est levé pour dire, lui, 53, 58, il faut lui faire des rayons. Donc il y a eu aussi quelque part une forme de confiance et d'adhésion par rapport à un choix collectif, en disant, sauf à ce qu'il y ait d'autres intérêts à opérer des gens, tout le monde était d'accord que pour mon cas, c'était ça. Donc il est clair que dans ces cas-là, pour ce qui me concerne, on n'a pas du tout envie de choisir seul, voire de s'opposer, et se plier à un avis collectif, c'est ce qu'il y a de plus rassurant pour plein de choix dans la vie, finalement, et dont celui-là. En ce qui me concerne, j'ai été suivi par un urologue et un oncologue. Donc c'était bien, c'était équilibré, et j'avais les informations qu'il me fallait. L'annonce, comme l'a dit Michel, elle est escalée, hein, ça tombe sur le coin de la figure, c'est comme ça, puis voilà, comme pour tous les cancers d'ailleurs. Ensuite, l'option thérapeutique. Les choix d'options thérapeutiques, je ne sais pas si je pense que la chirurgie n'a pas été proposée, en tout cas pour l'ablation de la prostate. Ouais. Non, pas du tout. En ce qui me concerne, on est passé directement au rayon. C'était trop évolué pour pouvoir envisager une chirurgie. Et la radiothérapie et l'hormonothérapie. J'ai pas eu le choix, je l'ai fait. Ça s'est quand même relativement bien passé. Sauf que l'hormonothérapie, c'est quand même quelque chose de, entre guillemets, sauvage, dans la mesure où ça vous secoue quand même pas mal. D'ailleurs, c'est ce qui, quand on parle d'aspect sexuel, c'est ce qui vous atteint le plus. La radiothérapie, pas trop. J'avais pas des doses trop importantes pour dire que ça brûlait ceci, ça brûlait cela. Ça s'est très bien passé, la radiothérapie. Par contre, l'hormonothérapie derrière, ça a été quand même une petite épreuve, je dirais. Mais bon, c'est supportable, ça s'est fait, voilà. Oui, c'est ça. L'hormonothérapie, c'est une arme thérapeutique qu'on utilise soit au stade localisé, lorsqu'on fait des rayons, parce qu'on parle de rayons et de chirurgie, mais le plus souvent, les rayons sont associés à de l'hormonothérapie. Oui. Donc il y a les conséquences directes sur la libido, oui. Mais aussi sur les érections, sur la morphologie, en fait, finalement. Ou la masse musculaire, la fatigue. Bon, la fatigue, les bouffées de chaleur, tout ça, effectivement, sur le coup, voilà. ça épuise. Hein. Ouais. Mais après, ça revient, quoi. Ouais. Le changement physique, non, j'ai pas trop eu ça, même pas du tout. L'aspect érection et autres, bon, effectivement, il y a un impact. Hein. Il est indéniable, ça. On peut pas y couper. Enfin, du moins, moi, je n'y ai pas coupé. Ensuite, il faut se faire une raison, où on se soigne, où on laisse les choses courir. En restant, comme on dit, entier, mais entier, ça ne veut pas dire grand-chose.
Juste par rapport au choix, par rapport à la chirurgie, il y a des avantages et des inconvénients, comme on l'a cité, mais il y avait un avantage, c'était qu'effectivement, comme on extrait la glande, il y avait l'IRM et la biopsie sont finalement des indications dans certaines directions. On n'a jamais vraiment la certitude de la localisation, de la force, etc. Et finalement, la chirurgie, c'est on extrait, donc il y a toujours le côté de dire on est débarrassé, mais surtout il y a une analyse pathologique, c'est ça qu'on dit. Donc en fait, on analyse la glande qu'on a enlevée, et là, on a quelque part une information 100% fiable de ce qu'on avait. Et donc, ça permet de dire, vous étiez, c'est complètement localisé. Pour ce qui me concerne, c'était un peu à la frontière et à la marge. Donc, il y a un petit truc, il y a toujours un doute. Enfin, c'est bien de le savoir, mais en gros, on a une information, enfin, qui est fiable. Et on sait ce qu'on a et dans quel degré. Et finalement, il n'y a que la chirurgie pour le faire. Alors, c'est un peu osé de dire, on va enlever pour voir, mais c'est un peu comme au poker. On paye pour voir et on voit. Et ça, c'est satisfaisant. Il faut savoir, en ce qui me concerne, à l'époque, il y a 20 ans, donc il y a un petit moment déjà, j'ai eu un deuxième diagnostic qui a fait apparaître sur les ganglions, les ganglions étaient touchés. Voilà, j'en avais 5 de touchés. En effet, à l'époque, on faisait des curages ganglionnaires diagnostiques. Parce qu'il n'y avait pas l'imagerie moléculaire qu'il y a aujourd'hui, les PET choline, PET PSMA. Et c'était très fréquent, en effet, pour les hauts risques de faire des curages ganglionnaires, ce qui nous permettait de savoir si les ganglions étaient atteints. Donc en effet, s'il y avait des ganglions métastatiques, la chirurgie n'était pas le bon traitement, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui s'est produit pour moi. On va passer à la gestion post-opératoire et la réadaptation. Donc c'est surtout du coup pour Michel, pour ce qui est de la chirurgie. Quels ont été les aspects les plus difficiles de la période post-opératoire pour vous et les ressources et stratégies de réadaptation qui ont été les plus utiles pour surmonter ces défis? T'es pas comme ça? Ah oui, pas chirurgie. La question, c'est Pardon, c'est les éléments clés. Les éléments clés. Éléments clés pour la réadaptation. Adaptation. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que c'est pour la majorité des interventions en prostatectomie, il y a 2 trucs qui se passent. C'est incidence sur les érections. Donc, clairement, on passe de 10 à 0,5. Et la partie incontinence. Donc, pour ce qui me concerne, donc, c'est vrai que ce sont des choses difficiles à vivre. Bon, je pense que c'est valable pour tous les hommes. Enfin, pour ce qui me concerne, ça n'a pas fait exception. La partie incontinence, c'est clair, à 58 ans, en fait, on fait une projection claire en disant que les incontinents sont les hommes ou les femmes de 90 ans. Donc, on met des protections. Donc, il y a une vraie baisse de morale là-dessus. Donc, c'est une incidence incroyable. Souvent, je me suis posé la question, c'est entre garder les érections ou être incontinent. C'est toujours pareil, c'est peste et choléra. Alors après, il y a toujours une vision. Moi, je me suis dit à un moment donné, tiens, je préfère garder les érections, enfin en tout cas, ne pas avoir la perspective de les perdre par rapport à ça. Puis on se dit non, je sais pas forcément. Donc c'est vraiment compliqué. Donc il y a l'incontinence et la partie érection. Donc c'est ce qui est compliqué à gérer. Alors il y a une petite période pour les gens qui sont opérés de la prostate, c'est d'avoir une sonde urinaire. Donc c'est toujours pareil. La sonde urinaire, c'est les gens qui sont grabataires et qui voilà. Donc il y a vraiment la transformation d'image sur le moral, la partie aussi perte d'érection associée à virilité, etc. Moi, je ne fais pas exception. Ça fonctionnait bien avant, donc quand vous passez à 0, ça atteint le moral. Donc, c'est les 2 grosses difficultés. Là, je suis à 1 an, et donc, grosso modo, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que l'incontinence, effectivement, on met des protections. Donc, d'un côté, encore une fois, on l'associe au vieillissement, on l'associe à une espèce de déchéance et aussi de fil à la patte. Donc, voilà. Et puis, pour ce qui me concerne toujours, il y a une forme de jalousie, quelque part, en disant, tiens, quand je croisais un homme, pour l'anecdote, je disais, tiens, lui, c'est chouette, il a toujours sa prostate, tout fonctionne bien, il n'a pas d'incontinence, et moi j'ai une petite protection sur moi, et puis je suis passé à 0,5 sur une échelle 10. Donc voilà, donc ça, ce sont des effets sur le moral. Comme le diagnostic de la localisation sur la prostate était limite à l'extérieur, donc quand on opère des hommes, on conserve ou pas ce qu'on appelle des bandelettes, qui sont
responsable, enfin en tout cas fonctionnellement, ce qui fait qu'on peut avoir des érections. Et donc à un moment donné, on dit au chirurgien avant, si tu peux, tu me conserves tout. Évidemment, il dit rien. Et puis finalement, quand on apprend qu'on était un peu à la frontière, moi j'ai eu un doute. Donc dans la partie morale, c'est toujours de dire qu'est-ce que me dit le chirurgien réellement. Il me dit ouais, je t'ai conservé à gauche, à droite, c'était un peu comme ci, comme ça. Bon, on peut rien dire. Et donc on gamberge en se disant tiens, s'il me disait pas tout et si effectivement, pour conserver la vie, parce que c'était son leitmotiv et c'est ce que j'ai choisi, et s'il n'avait pas tout rasé. Donc il y a une période qui est très difficile. Voilà. Donc sur ces deux aspects-là, au bout d'un an, il y a une récupération de continence qui est quasiment parfaite, en tout cas qui est plutôt bonne. Donc ça fait du bien moral. Et puis une récupération des érections naturelles qui est progressive. Voilà. Et dernier truc qui est difficile, effectivement, c'est Dr Lebac le disait, donc il y a des palliatifs, effectivement. Donc il y a ce qu'on appelle il y a des produits qu'on s'introduit dans l'urètre, donc qui sont sans douleur. Et il y a des injections intracaverneuses. Et donc la complexité, effectivement, quand on est un homme, c'est de se coincer la verge dans la fermeture éclair. On sait que ça fait très mal. Donc quand on vous dit va falloir vous piquer, donc c'est quand même une période un peu complexe à passer, à apprivoiser, qui n'est pas grand-chose finalement, mais quand même qui constitue quand même des obstacles assez complexes. Bon, je passe aussi les absences de spontanéité, etc. Donc ça change la vie. Et donc, ça implique quand même une prise de recul importante. Donc, c'est moralement difficile. Donc, il faut être épaulé. Et donc, on représente tous les deux l'association Sérum, qui est une association qui existe depuis 10 ans sur les cancers masculins. Et donc, moi, l'envie a été rapide de me rapprocher, en fait, d'une association, parce qu'il y avait quand même une volonté d'essayer de participer à la documentation. J'aurais aimé avoir l'association qui a une ligne d'écoute pour effectivement répondre à toutes les questions concrètes, même si il y a des médecins qui répondent et des patients. Donc il y a deux aspects. Les patients, c'est plutôt pour la qualité de vie, ce n'est pas des appels médicaux. Et donc moi, j'aurais aimé quand même avoir pas mal de gens qui me disent, tu auras une sonde urinaire, ça va durer une semaine, c'est pas grave, il va falloir te piquer. Donc voilà, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Donc il y a cet aspect lourd qui est... Ça, moi, j'ai le réflexe de donner directement au diagnostic la ligne d'écoute en fait, de Sérum. J'affiche la page internet de l'association. Je leur dis prenez ça en photo et vous les appelez et ils vont vous aider. Ouais, CERHOM. Je pense que dans la difficulté et la compréhension de la chose... Après, ils le font ou ils le font pas, mais... Oui, je leur donne la possibilité. Voilà, on est en manque de documentation, clairement. Donc on dit souvent qu'on a 20 ans de retard par rapport au cancer du sein, au cancer féminin, etc. Donc c'est sans doute vrai. Il est difficile de trouver de l'information. Comme on le sait, voilà, si on cherche bêtement sur Google, on va tomber sur des forums, tout et n'importe quoi. Donc c'est difficile de trouver de l'information labellisée, à la fois techniquement, déjà médicale, et par contre l'information patient, voilà, d'avoir quelqu'un qui dit écoute, tu vas avoir une sonde urinaire pendant une semaine, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas un bon moment à passer. Voilà, donc tous ces aspects-là sont les complexités. Et pour ce qui est de la libido ? Alors, il est clair que... Avec des fuites et puis des problèmes d'érection, la libido, forcément, diminue un peu. Oui, mais... on ne sait pas, en fait. Il y a clairement une baisse globale. Mais est-ce qu'elle est liée au fait qu'effectivement, on n'a plus d'érection spontanée, donc ça affecte pas mal le moral ? Les fuites urinaires, moi j'ai eu de la chance, c'était quand même assez contenu, même si ça apparaissait, donc quelque part on n'en souffre pas, je dirais, dans sa vie intime, etc. Bon, c'est plutôt la chute, la disparition d'érection qui affecte. Si dans libido, il y a partie effectivement désir, effectivement tout est impacté, mais pour ce qui me concerne, encore une fois, je ne sais pas qui est responsable de quoi. Les hormonothérapies... Ça, c'est autre chose, ouais. C'est pour ça que je voulais les hormonothérapies, on va passer la parole à Christian, ont sans doute des impacts chimiques. Donc, il y a les antidépresseurs, on le sait, ont des impacts chimiques sur la libido, et ça a des conséquences directes. Pour moi... Voilà, elle est contextuelle, et c'est plutôt dans la tête, et effectivement, moi, Voilà. Donc moi, ça allait assez fort, je vais passer la parole, mais c'est vraiment le sentiment d'handicap, de honte aussi. Donc moi, c'est clair que c'est difficile. Je ne l'ai pas dit à mes proches, et quand il y a des amis, je ne le dis pas parce que j'ai une forme de honte, parce qu'il va me dire tu pisses dessus et tu n'as plus d'érection. Donc il y a vraiment une difficulté à... Bien sûr, il y a ça. Bon, moi, je t'ai capé d'une certaine manière. Et
je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est sur les aspects. Non, oui, voilà, sur la partie libido. Et donc, c'est un tout, effectivement, et bien conscience. Bon, après, ça donne à réfléchir, effectivement, à comment était fondée notre sexualité avant, comment elle peut évoluer. On apprend un petit peu plus sur ce qui peut arriver. Bon, mais le chemin est difficile. Et je pense que la partenaire a un rôle important dans cette partie-là. Complètement. Sinon, s'il n'y a pas de partenaire, c'est foutu. Pour ce qui me concerne, enfin pour ce qui concerne les gens qui ont été traités de la même façon que moi. C'est la dernière partie de cet atelier, c'est sur la qualité de vie, sexualité, continence et impact de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est quand même assez sévère. Enfin, c'était assez sévère parce que ça a beaucoup évolué. Moi, je vous parle de ça il y a 20 ans et j'en ai encore eu il y a très peu de temps. Ça a complètement changé. L'hormonothérapie, c'était sévère au départ. Vous aviez des bouffées de chaleur, c'était... C'était sévère, pas parce que c'était le médicament qui était différent, mais c'est l'âge. En fait, chez les gens qui ont déjà une testostérone basse, à 75-80 ans, c'est souvent l'âge des cancers métastatiques, les gens ont déjà des testostérones assez basses, et donc la baisse brutale se fait moins ressentir et ils ont moins de bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est surtout chez les jeunes, comme tu as eu à 53 ans. J'en ai eu. Et bon, je n'ai pas arrêté de travailler, donc j'étais toujours en activité. Et dans les réunions, quand vous commencez à avoir une bouffée de chaleur, vous la sentez passer. Et puis les autres le voient aussi, même s'ils disent rien, ils voient bien que vous êtes en transpiration. Au bout de... Ça dure pas longtemps. Ça dure 3 minutes, même pas. 3 minutes. Je dis 3 minutes, c'est très long, 3 minutes. Même pas. Mais le temps que ça dure, ça vous semble une éternité. Bon, faut vivre avec, c'est comme ça. Mais l'hormonothérapie, au départ, c'était quelque chose d'assez pénible. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il n'y a plus ces choses-là, des bouffées de chaleur aussi intenses. Il y a moins de fatigue, avec des produits qui sont tout aussi efficaces, il me semble. Donc maintenant, il y a les hormonothérapies de nouvelle génération qui finalement sont plus efficaces, mais qui donnent exactement les mêmes effets. Et ce qui compte, c'est l'accompagnement de l'hormonothérapie. Et ça, je le fais assez facilement. Et je vois même des patients qui ont été traités à Gustave-Roussy pour des cancers métastatiques. Donc l'urologue n'a rien à voir là-dedans. Mais moi, je veux la partie andrologie. Et j'accompagne les patients pour ce qui est des bouffées de chaleur. Je leur propose l'acupuncture, les huiles essentielles de menthe poivrée. Il y a des choses qui aident et qui finalement viennent des femmes quand elles ont la ménopause, c'est exactement les mêmes. C'est la même chose. C'est pareil. D'ailleurs, lorsque vous en parlez à une femme, c'est comme nous, voilà. Ce qui est valable aussi pour les fuites urinaires. Oui, enfin bon. C'est bien avant vous. Tant que ça ne touche pas, on passe par-dessus la tête. Voilà. Et l'élément clé aussi pour ce qui est... parce qu'il y a quand même la fatigue et la baisse de libido. Et ça a été prouvé scientifiquement. Il y a un essai randomisé entre des gens qui prenaient des hormonothérapies et qui faisaient rien en plus. Et hormonothérapie plus activité physique, avec un vrai programme. Moi, ce que je dis aux patients, c'est achetez-vous une montre, là, une Garmin, ça coûte 200 €, alors que les traitements qu'on vous fait manger, ça coûte quand même 5 000 € par mois. Ouais. Vous pouvez très bien payer 200 € pour la société. Et surtout pour votre qualité de vie. Ouais. Je leur dis, faites 150 minutes d'activité intensive, parce que les montres vous disent combien de minutes d'activité intensive vous faites. Et faites 150 minutes d'activité intensive par semaine. Et cette étude a montré que les gens qui avaient de l'hormonothérapie, donc une testostérone à 0, avaient quand même une libido qui était la même qu'avant le traitement. Ouais. Donc c'est vraiment important d'accompagner. Ouais. Et les médecins, on n'est pas juste des prescripteurs de médicaments, on est aussi des gens qui doivent accompagner les patients. Et les soins de support sont vraiment déterminants pour ça. Et tout le paramédical qui apparaît là, l'art-thérapie, tous les mots qui finissent en thérapie, là, c'est des soins de support qui ne sont même pas pris en charge par la Sécu, mais qui apportent énormément, et même en termes de survie pour le cancer, d'acceptation du traitement. Ça a été montré que les gens vivent plus longtemps grâce à ces soins de support, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si tu as pu en bénéficier et si c'était déjà suffisamment développé pour ça, mais j'ai fait tout seul et
Je faisais auparavant, pendant des années avant, je faisais de l'aïkido. Et Voilà. j'ai repris l'aïkido. Donc ça a permis d'avoir l'activité physique qui n'était pas trop, au départ, pas trop dure. En plus, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même, comment dire, c'est un art martial dans tout ce que ça comporte. Et ça fait du bien. On évacue beaucoup de choses par le sport. Aussi bien intellectuellement, et c'est très important, que physiquement. En plus, quand vous avez des bouffées de chaleur pendant la séance, ça ne se voit pas. Donc, voilà. Non, ça c'est le sport. Le sport est une activité qui aide beaucoup. Enfin, moi, ça m'a aidé. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est le bien-être général et la libido est un témoin du bien-être général. Ouais. Que vous ayez un cancer de la prostate ou pas, que vous ayez de l'hormonothérapie ou pas, même pour les érections en fait. Les érections sont de meilleure qualité chez quelqu'un qui fait de l'activité physique ou pas. L'hygiène de vie, voilà. Pour les érections chez les hommes, moi je le dis souvent, des fois j'ai des hommes plutôt jeunes qui me disent Donc, madame est sexothérapeute, je précise. des problèmes d'érection, etc. Et je leur dis, déjà, une des premières questions, c'est effectivement quelle est votre hygiène de vie? Est-ce que vous faites un minimum de sport? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous fumez? Parce que ça, on sait que malheureusement, ça n'aide pas du tout aussi pour les problèmes d'érection. Et c'est difficile pour les gens qui ont un cancer et qui ont toutes ces choses-là déjà en amont, parce que clairement, on sait que ça ne va pas du tout les aider. Donc, travailler sur l'hygiène de vie d'une manière générale, qu'on soit malade ou non, je pense que c'est vraiment un gros plus pour nous aider à reprendre goût à la vie et du coup, à se sentir mieux dans son corps et à se sentir mieux dans sa tête. Quoi. Oui, on va passer à la dernière partie où tout le monde participe. Vas-y, commence. C'était non, par rapport aux effets. Bon, j'ai parlé des effets directs, incontinence, érection, et finalement, pour mon cas, en fait, j'ai découvert l'association. Finalement, on a un camarade, un membre actif de l'association, qui est en 3e rémission et qui est là, qui fait des traitements. Il a des métastases osseuses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis dans une situation particulière. C'est que on a finalement un cancer qui est un petit cancer, qui, si on le laisse, peut arriver à la mort, peut-être de manière très longue et incertaine. Et finalement, on est traité, on est guéri. Et moi, je découvre finalement tous les patients et toutes les récidives, etc. Et donc, finalement, c'était le facteur moral. Je me considère pour l'instant comme assez chanceux, parce que je pense que si c'est bien traité, etc., c'est quand même une mauvaise aventure. Il y a des incidences qui, j'espère, ne sont pas complètement définitives et qui s'améliorent, mais je suis quand même chanceux. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est difficile après opération, c'est le moral est atteint, et il faut absolument, effectivement, j'ai essayé de le faire, relativiser. Donc, je me dis qu'il y a quand même des gamins qui ont plus de cheveux et qui meurent de la leucémie. Donc, le problème, finalement, avec ce cancer, c'est que il n'est pas aussi démonstratif, peut-être heureusement, et donc il est un peu traité, on se suit, on a un PSA qui est OK, finalement il est un peu passé sous le radar, enfin j'espère qu'il le sera pour moi, et finalement il y en a d'autres qui sont plus compliqués, où il y a des gens qui ont eu le cancer de la prostate et qui ont des complications assez importantes. Donc la difficulté, c'est finalement, c'est de pas trop savoir si on est débarrassé, pas débarrassé, si on est passé près d'un truc grave ou pas, ou si c'était bénin, et finalement on est un petit peu désorienté. Donc c'est un peu paradoxal de dire ça, mais les gens qui ont des cancers plus violents, ils savent où ils en sont, ils font de la chimio. Voilà. Là, il y avait un truc, j'avais pas de symptômes, on l'enlève, ça va mieux, et on ne sait pas trop finalement pourquoi on a fait ça. Alors, il y a des doutes des fois de dire, finalement, qu'est-ce qui se passe si on l'avait laissé. Voilà. Donc voilà, c'est le troisième incident, c'est à part les deux conséquences physiques, c'est un peu le moral et la situation de ce cancer qui est particulier, qui n'est pas visible, qui n'est pas aussi démonstratif que ce qu'on pouvait avoir entendu autour de soi. Voilà. Enfin, je parle pour mon expérience, je suis là pour ça. Pour ma part, j'ai su dès le départ que c'était un cancer chronique. Donc, je mourrais peut-être pas de ça, mais j'aurais tout le temps. Ça veut dire passer par des phases de traitement, et ensuite des phases sans traitement, et ainsi de suite, quoi. Dès le départ, on m'a dit, ça, c'est trop avancé, vous avez ceci, vous avez cela, ce sera chronique. Okay, le tout, c'est de l'intégrer et de pouvoir vivre avec, c'est tout. Mais c'est pas plus difficile qu'autre chose. Hein. On vit avec, point. On sait que ça existe, mais tout le monde meurt un jour. Tout le monde. On ne sait pas quand, tant mieux. Mais voilà, quoi. Normalement, d'après ce que j'ai lu,
Un patient traité par radiothérapie, c'était une espérance de vie de 10 ans maximum. C'est ce que j'ai lu quelque part. J'en ai fait 20 pour l'instant. Tu vois, pourvu que ça dure. Et voilà, quoi. Donc, c'est lié à chacun. On a une forme de vie qui fait que on est plus ou moins sensible à ceci ou à cela. Tout ça, ça entraîne plein de choses. Je ne sais pas si vous avez des choses à partager, si vous avez eu des réponses aux questions que vous posiez avant de venir ici. C'est par rapport au score dont parlait ce monsieur tout à l'heure, là, 6, 7, bon, a priori, lui, 7, ça a déclenché automatiquement l'ablation de sa prostate. 6, c'est la porte ouverte à la surveillance active. Et la surveillance active, c'est une surveillance du taux de PSA, mais enfin, vous avez dit que c'était pas très fiable finalement. Enfin, ça dépendait de chaque personne. C'est vrai. Le taux de PSA pour le diagnostic ne permet pas de dire vous avez un cancer, vous n'en avez pas. À partir du moment où vous avez le diagnostic, on sait que chez vous, le taux de PSA, il est à 5, 10, 15, 20. Ben, c'est votre taux avec un risque de cancer faible. Si ce taux augmente, c'est un signe d'alerte qui devra faire réaliser une nouvelle IRM. Et si la cible qui était déjà présente initialement se modifie, refaire des biopsies. Et si sur ces biopsies, le score a changé, là, on peut passer à un traitement. Mais c'est quand même un aide. À partir du moment où il y a le diagnostic, le taux de PSA, c'est quelque chose qui nous permet de décider s'il faut refaire des IRM ou des biopsies. Et le score, là, 6, 7, ça va jusqu'à 12 Jusqu'à 10. 10. Ouais. C'était le score de Gleason, en effet, qui maintenant est transformé en score ISUP, qui va de 1 à 5, parce qu'il n'y a plus les 3 plus 4 et 4 plus 3. Donc ça va 1, 2, 3, 4, 5. C'est plus simple aussi pour comprendre pour les patients. Mais le score 1, on surveille. Le score 2, maintenant, les études canadiennes montrent que jusqu'à 10% de grade 4, on peut continuer à surveiller. Et pour les autres, il vaut probablement mieux traiter que de surveiller. Mais quelqu'un qui a 80 ans et qui a un score 2, on peut tout à fait surveiller. C'est une question d'espérance de vie et de comorbidité. Et quelqu'un qui est plus jeune et qui a un score de 6, par exemple? On surveille. Ouais. C'est une question d'école et les anglo-saxons sont plus avancés que nous là-dessus. Les Canadiens aussi, ils surveillent beaucoup plus que nous. Merci. Le 7, c'est 4 plus 3. C'est pas systématique, mais 3 plus 4 est plus sympa que 4 plus 3. Ouais, c'est la proportion de score de grade 4 parmi les biopsies. Si c'est plus de 50%, c'est 4 plus 3. Donc le premier, c'est le score majoritaire. Moi, j'étais 3 plus 4. Hein. Oui. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais avec un taux de PSA qui était énorme et des ganglions positifs. Donc là, on passe à une autre catégorie, quoi. Il y a des gens qui ont des métastases avec des scores 4 plus 3. Quoi. Donc c'est les métastases qui l'emportent, là, pour le coup. Vous aviez une question au fond, là-bas. Merci beaucoup. Sur un cancer aussi répandu, en France, quoi, en tout cas chez les hommes, pourquoi il n'y a pas de statistiques assez claires pour dire, voilà, dans tel cas, avec telle agressivité, tel score de Gleason, si on croise tous les paramètres, pourquoi il n'y a pas une recommandation claire? Est-ce que le choix est laissé au patient pour qu'il accepte mieux la décision de ce qui va être fait? Est-ce que c'est plus pour une question d'acceptation ou pourquoi c'est pas clairement, statistiquement, on sait que tel âge, tel score, telle propagation ou pas, Vous voulez parler le choix entre la chirurgie et la radiothérapie. Ouais. En effet, c'est difficile même pour nous parce que c'est les mêmes chances de guérison à la base. Mais c'est les effets secondaires qui sont différents. Et pour ce qui est de la chirurgie, notre problème, c'est la continence et les érections. Mais c'est surtout la continence qu'il n'y a pas trop, finalement, avec la radiothérapie. Et on sait que jusqu'à 60... Plus ça va, plus on augmente, parce qu'avec le robot, on arrive à mieux préserver les choses, et donc la continence récupère mieux. Mais à partir de 73, 74 ans, 75 ans, ça dépend des centres,
on peut continuer à proposer de la chirurgie parce qu'on sait que les continences, grâce à la rééducation, va plus facilement récupérer. Au-delà de cet âge, la récupération neurologique qui a été abîmée par la chirurgie, et si par exemple un patient a un diabète par exemple qui a atteint aussi la fonction des nerfs, là la continence va être beaucoup plus difficile à récupérer. Et donc même si derrière on peut proposer des solutions chirurgicales pour mettre un sphincter urinaire artificiel par exemple qui va régler le problème, on aura plus tendance à proposer la radiothérapie aussi parce que les effets secondaires de la radiothérapie sont immédiats. Pendant la radiothérapie, on a des brûlures urinaires, peut-être des diarrhées, ça disparaît, mais ça peut revenir 2 ans, 5 ans, 10 ans après, et là, de manière irréversible et progressive, avec même aussi c'est moins de 5 cas sur 100, mais des cas de cystite radique où la vessie est brûlée, elle se met à saigner de manière incontrôlée, les gens doivent faire du caisson hyperbare, c'est des choses qui ne sont pas simples à vivre, quoi. Donc, schématiquement, chez les jeunes, on aura plus tendance à pousser vers la chirurgie. Et chez les patients plus âgés, on aura plus tendance à pousser vers la radiothérapie. Pour un même cancer. Et la robotique, c'est un vrai progrès en termes de dommages. Et c'est quelle proportion des médecins ou des hôpitaux qui utilisent ça ? Alors, les cliniques ont été plus facilement équipées parce qu'ils ont tout de suite compris que ça apportait même de l'image. Les hôpitaux ne veulent pas investir, même si ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie pour les patients, ils s'en fichent de ça. Ça coûte 2 millions d'euros quand même. 2 millions d'euros à l'achat et 200 000 euros à l'année. Et donc, c'est pas rentable pour l'hôpital. Parce que la sécurité sociale rembourse le geste beaucoup moins que ce que ça coûte à l'hôpital. Donc c'est des questions mercantiles qui n'ont rien à voir avec la qualité de vie des patients. Maintenant, quand même, la majorité des centres sont équipés et il y a de plus en moins de gens qui font de la chirurgie celluloscopique ou de la chirurgie ouverte. Ce qu'il faut, c'est aussi le chirurgien parce que il y a des chirurgiens qui opèrent au robot mais qui opèrent mal et d'autres qui opèrent par voie ouverte. À Nantes, il y a un excellent chirurgien par voie ouverte qui fait aussi bien qu'au robot. Mais quelqu'un qui n'a pas du tout cette expérience et qui n'opère pas au robot fera moins bien que... Voilà. C'est pour ça que je conseille de donner un deuxième avis, de demander un deuxième avis, parce que finalement, celui qui vous voit pour la deuxième fois, il s'en fiche de... Il court pas après le patient. Bon, ça dépend d'où vous y allez, mais... je le fais toujours par honnêteté. Moi, je dis, là où vous êtes, c'est un excellent chirurgien, continuez avec lui. Et si c'est pas le cas, je dis, c'est peut-être pas mal aussi de demander ailleurs, quoi. J'oriente un peu comme ça. Il n'y a pas de statistiques claires sur l'utilisation de la robotique, sur les dommages ou les suites. C'est mieux, globalement c'est mieux. Mais si les chirurgiens ne respectent pas la bonne technique chirurgicale, ça ne fera pas mieux. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de statistiques et les chirurgiens doivent montrer aux patients leurs statistiques personnelles. C'est honnête en fait. Ouais, en fait, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui maîtrise ce qu'il sait faire. Et enfin, vous dites, Voilà. quelqu'un qui a l'habitude de faire. Et donc même si c'est quelqu'un qui a moins d'expérience, mais si l'équipe a l'expérience, et donc si la chirurgie est faite à 2 chirurgiens dont l'un est plus expérimenté, les résultats seront aussi bons que s'il avait été opéré par le meilleur. Je pense qu'en France, il faudrait arriver à ça, mais ça va être très compliqué. C'est ça. Ouais. Voilà, dans notre centre, il y avait mon chef de service, il était très fort en chirurgie ouverte. Au robot, il n'a pas réussi à faire, et donc il a dit j'arrête. Voilà. C'est ça. Et la courbe d'apprentissage, c'est le nombre de cas qu'on doit faire pour avoir des résultats corrects. Et beaucoup plus rapide avec le robot qu'avec la voie ouverte. Donc c'est pour ça qu'un chirurgien expérimenté qui fait très bien la voie ouverte, ok. Mais quelqu'un qui n'est pas expérimenté, qui commence ça, c'est plus délicat. Il devrait avoir l'honnêteté de dire allez voir ailleurs. C'est bon ? Ouais, on va s'arrêter sur ça.
J'ai une Dites-moi. dernière Ouais, allez-y, question. bien sûr. Vous avez cité tout à l'heure On a dépassé. une étude sur les soins de support qui prouve qu'on vit plus longtemps avec des soins de support. Vous avez des références de cette étude ou... Alors, je vous invite à aller à l'Institut Raphaël. C'est là-bas où j'ai appris toutes ces choses-là. Où il cite, c'était, je ne sais plus pour quel cancer, donc la référence, je ne l'ai pas. Mais c'est... Ouais, à l'Institut Raphaël. Je ne fais pas de la pub, hein, mais vraiment, ils sont géniaux. C'est gratuit pour les patients. Et ils ont énormément plusieurs dizaines de spécialités différentes pour les soins de support. Avant et après, enfin, pendant le diagnostic et avant opération. Et je ne sais pas si vous connaissez Procure, qui est un institut canadien. En fait, il y a des... Enfin, en tout cas, je suis tombé sur... Donc, c'est une chaîne qu'on trouve sur YouTube, avec des interviews assez intéressantes. Bon, il y a des praticiens, bien sûr. Et donc, je l'ai trouvé vraiment très enrichissante. Même, parfois, ça rassure un petit peu. Par exemple, quand on vous dit la récupération, c'est 6-18 mois. Bon, quand vous êtes à 1 an, vous ne paniquez pas, quoi. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Donc, je trouve, pour quelqu'un qui serait suivi, qui apprendrait plein de choses si jamais ça se passe moins bien, et pour la post-opération. Donc, voilà, c'est Procure, c'est canadien. Et puis, il y a d'autres... Il y a un docteur qui s'appelle Atia aussi aux États-Unis, MD Atia, et qui interroge un gars qui s'appelle Schaeffer. Donc, c'est en anglais. Et c'est un neurologue a posteriori, avec la connaissance que j'avais acquise, qui est vraiment... le contenu est très bon, voilà, et très descriptif. Ce sont des interviews qui durent 2-3 heures, hein, c'est assez long. Donc pour les gens qui cherchent à se documenter, voilà, j'encourage là-dessus.